Bienvenue dans Nutri-Sophro, le podcast où on parle de perte de poids saine et durable, de ton corps, de ton assiette et finalement de tout ce qui te permet de te sentir bien au quotidien. Ici, on brise le mythe des régimes, on parle émotion et équilibre et on explore comment retrouver la sérénité et la santé. Sans régime, sans stress, sans culpabilité ni frustration, c'est promis. Je m'appelle Alexandra et je suis conseillère en nutrition certifiée, sophrologue et naturopathe. Si tu es intéressé par tous ces sujets et que tu veux apaiser ta relation avec ton corps et la nourriture, tu es au bon endroit. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nutri-Sophro. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de monde, mais qui reste encore un peu tabou. Les troubles du comportement alimentaire, ou TCA. Si tu écoutes cet épisode, c'est peut-être que tu t'es déjà posé cette question, est-ce qu'on peut vraiment guérir d'un TCA ? Est-ce qu'un jour on peut manger sans y penser, sans stress, sans culpabilité ? Est-ce qu'on peut se libérer des compulsions, du besoin de contrôle ou de la peur de la nourriture ? Tu t'en doutes, il n'y a pas une seule réponse toute faite. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, on peut aller mieux, et oui, il existe des solutions. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi les TCA, ce n'est pas juste un problème de nourriture, pourquoi beaucoup de gens souffrent sans même le savoir, et surtout quelles sont les clés pour avancer vers la guérison. Prends un thé, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Quand on parle de troubles du comportement alimentaire, on pense souvent à l'anorexie, la boulimie ou l'hyperphagie boulimique. Ce sont en effet les 3 troubles officiellement reconnus. Mais en réalité, les TCA, comme je te disais, ce n'est pas juste un problème de nourriture. Ils sont souvent le mal-être, je reformule, lapsus révélateur, ils sont souvent le symptôme d'un mal-être profond. Derrière un TCA, tu as souvent une tentative de contrôle sur quelque chose quand on a l'impression que tout nous échappe. Un moyen de gérer ses émotions quand on n'a pas appris à les accueillir autrement. Ou alors des traumas, des blessures de l'enfance, des schémas familiaux qui nous poursuivent même à travers plusieurs générations. Et on trouve aussi un manque d'estime de soi, la peur du rejet ou une recherche de perfection. Ce qui est fou, c'est que le cerveau, lui, il finit par créer des habitudes, des automatismes autour de la nourriture. Il utilise soit la restriction, soit les crises, soit les compulsions, comme des mécanismes de compensation. Et ça devient une boucle très difficile à briser. Le problème, c'est que beaucoup de personnes souffrent de troubles alimentaires sans entrer dans les cases des classifications médicales. Car oui, les TCA répondent à une charte et des critères très précis. Ils font partie des troubles mentaux et à ce titre, les médecins ont des cases à cocher pour dire si oui ou non tu rentres dans le trouble des TCA. Je te donne un exemple pour chaque cas de TCA qui pourrait par exemple ne pas être diagnostiqué. T'es pas anorexique, mais si tu contrôles chaque bouchée, que tu culpabilises dès que tu manges un aliment que tu catégorises comme plaisir, effectivement, t'es pas encore dans le cadre de l'anorexie, mais tu es soit sur le chemin, soit dans un état de mal-être, quoi qu'il en soit. Même chose pour les crises de boulimie. T'as peut-être pas de vraies crises de boulimie au sens médical du terme, mais si t'as sans arrêt des périodes de craquage où tu te sens hors de contrôle, que dès que tu ouvres un paquet de gâteaux, il faut que tu le termines. Même chose pour les bonbons, même chose pour les chips, quel que soit l'aliment avec lequel tu fais ça. Ou que tu peux alterner par exemple des prises de sucré, salé, sans vraiment de limite. Tu vois, quelqu'un qui n'a pas de trouble du comportement alimentaire, normalement il fait pas ça. Tu vois, tu vas pas te retrouver à manger des chips et des Haribo dans le même quart d'heure, tu vois. Bon, si, en fait, ça existe, évidemment. J'ai fait partie des gens qui étaient capables totalement de faire ce type d'association alimentaire, donc je sais ce qu'il en est. Mais au sens médical du terme, je ne rentrais pas dans la case boulimie. Même chose pour l'hyperphagie, le fait de manger grosse quantité. T'es peut-être pas classé comme hyperphage, mais si tu manges jusqu'à l'inconfort, que tu as besoin d'avoir l'estomac extrêmement plein pour pouvoir quitter la table et avoir l'impression d'avoir suffisamment mangé, c'est pas un rapport sain à la nourriture. Et si, dans tous les cas, si tu penses tout le temps à la nourriture, que tu as une obsession permanente sur qu'est-ce que tu vas manger, quand tu vas manger, combien tu vas manger, c'est quoi ton prochain repas, qu'est-ce qu'il va y avoir à manger, est-ce que s'il y a tel aliment, je vais devoir faire telle association, s'il y a tel aliment, je vais devoir faire tel sport pour compenser. On est déjà, pour moi, dans les TCA, même s'ils ne sont pas diagnostiqués comme TCA. Et dans tous les cas, ils entraînent une vraie souffrance et mérite d'être pris au sérieux. Tu as aussi un cas qui ne rentre pas vraiment dans le cadre des TCA, qu'on appelle l'orthorexie, c'est l'obsession de manger parfaitement sain.
C'est pas forcément connu ou reconnu du grand public, mais ça peut avoir des effets aussi négatifs, par exemple, que l'anorexie ou la boulimie sur ton bien-être mental et sur ton bien-être social. Et dans tous les cas, ça peut entraîner ce fait de vouloir manger perpétuellement, parfaitement sain, ça peut entraîner des troubles qui vont t'amener vers les TCA. Donc la conclusion à laquelle je voulais t'emmener sur ce point, c'est que peu importe l'étiquette qu'on colle sur le trouble dont tu souffres, à partir du moment où tu ressens une souffrance dans ta relation avec la nourriture, tu as le droit de chercher de l'aide et des solutions. La question qu'on me pose souvent quand on vient en accompagnement, c'est est-ce qu'on peut guérir des TCA ? On entend des discours contradictoires. Certaines personnes vont te dire que les TCA, c'est une maladie chronique, donc tu ne guériras jamais complètement. Il y en a qui disent ou qui témoignent d'une guérison totale, où la nourriture devient un non-sujet. En réalité, la réponse, elle est vraiment individuelle. Ce qui est certain, c'est que oui, on peut aller mieux. Oui, on peut retrouver une relation saine avec son corps et la nourriture. Et oui, heureusement, le cerveau est capable de changer grâce à la plasticité neuronale. Mais comme dans toute transformation profonde, ça va prendre du temps et il y aura des étapes à franchir. Certaines personnes vont réussir à tourner complètement la page et d'autres vont garder une sensibilité, une vigilance ou un terrain fragile, et c'est ok. Le but, ce n'est pas d'atteindre une perfection là aussi, le but c'est de retrouver une relation saine et donc ta liberté, ton propre ressenti par rapport à la nourriture pour que tu te sentes libre et heureuse au quotidien. Je vais mettre un petit spoiler d'alerte à ce niveau-là. Les vrais TCA qui sont diagnostiqués nécessitent d'être accompagnés par des médecins spécialisés, des médecins, des psychiatres, des équipes pluridisciplinaires au complet. Si tu as été diagnostiqué souffrant de TCA, tu ne peux pas juste aller chez une nutritionniste ou chez une diététicienne ou chez ton médecin généraliste. Ça va demander un travail beaucoup plus profond. De la même manière que les gens qui viennent à moi et qui ne sont pas diagnostiqués comme souffrant de TCA, j'ai même des personnes qui arrivent et qui me disent « Non, t'inquiète pas », parce que j'ai un questionnaire qu'on remplit et puis une discussion avec les clientes. Certaines me disent « Non, t'inquiète pas, moi je souffre pas de TCA ». Ok, sauf que quand on creuse un peu, effectivement elles ne sont pas diagnostiquées TCA, mais elles ont énormément des critères, notamment au niveau de l'hyperphagie, parce que moi j'ai plutôt des personnes qui viennent me voir qui sont soit hyperphages, soit boulimiques. J'ai beaucoup moins de cas d'anorexiques qui viennent me voir, ou de personnes qui souffrent d'un début d'anorexie, parce que j'attire les personnes qui veulent perdre du poids. Donc je me retrouve plus facilement avec des personnes qui sont plutôt touchées par l'hyperphagie ou la boulimie. Et dans ces cas-là, soit je peux les accompagner individuellement, soit je les accompagne en les réorientant vers une deuxième pratique de thérapie qui les aidera à aller mieux, en fonction d'où elles en sont et de ce qu'on découvre au fur et à mesure des accompagnements. La guérison, pour moi, c'est pas juste manger mieux, c'est vraiment plus profond, parce que ça n'a aucun rapport avec ta volonté. J'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Non, mais t'inquiète pas, j'ai la volonté, etc. » Quand on souffre d'un trouble alimentaire ou d'un début de trouble alimentaire, on a un ensemble de schémas qui sont ancrés dans notre cerveau. C'est devenu des automatismes. Et pour pouvoir t'en libérer, il va falloir travailler sur plusieurs niveaux. L'alimentation, évidemment, mais aussi ton mental, ton système nerveux, ton sommeil, l'activité physique et surtout ton rapport à l'activité physique. Si tu as écouté mon épisode sur le mouvement, tu vois de quoi je parle. Et ton environnement émotionnel. Comment tu te sens dans ta vie, dans ton travail, dans tes relations, que ce soit avec ta famille proche, avec les amis, etc. La première étape, pour moi, c'est de retrouver une alimentation apaisée, sortir des interdits. Quand on souffre d'un TCA, d'un début de TCA, la nourriture, c'est soit un ennemi, soit une obsession, et parfois même les deux. Ta première étape, ça va être de réapprendre à manger en confiance. Il faut absolument sortir du contrôle permanent et de l'hypervigilance sur les calories, sur les quantités, sur ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Il va falloir réapprendre à écouter ton corps. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as envie de manger ça? Oui, non, combien? Essayer de calibrer petit à petit pour remettre des limites, mais des limites réelles et pas des limites imposées. Il faut absolument arrêter de diaboliser les aliments que tu classes comme interdits. Plus c'est diabolisé, plus tu vas perdre le contrôle. Si je te dis que tu as le droit de manger du chocolat, admettons que le chocolat soit un aliment qui te fasse craquer, si je te dis que tu as le droit d'en manger, ça va être plus facile que si je te dis que tu n'as absolument pas le droit d'en manger. Alors c'est vrai que pour certaines personnes qui ne sont pas dans le cadre des TCA, qui sont dans une période de perte de poids, elles me disent c'est plus facile si j'arrête complètement l'aliment. Un peu comme un fumeur qui veut arrêter de fumer. C'est toujours plus facile de stopper, même si c'est difficile au niveau du sevrage, mais c'est toujours plus facile quand tu peux complètement couper l'aliment, et donc couper dans le cadre de la cigarette, parce qu'il y a aussi tous les déclencheurs. Et donc le fait d'en remanger un petit peu, ça peut déclencher le fait d'en manger
trop. Mais il y a des astuces et des moyens de travailler là-dessus. Évidemment, je ne peux pas tout expliquer dans un podcast parce que c'est vraiment des cas particuliers. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que je veux pas que tu diabolises et que tu stoppes complètement un aliment. Et si effectivement un aliment, c'est plus facile pour toi de ne pas en avoir chez toi qu'en avoir, c'est ok pour moi, mais à condition que tu ne te mettes pas en hypervigilance par rapport à ça et que ça ne soit pas tout le temps à tourner en boucle en arrière-plan de ton cerveau. Je sais que c'est le cas et je sais que c'est difficile de passer au-dessus. C'est pour ça que moi je préfère travailler avec l'aliment que sans, mais ça dépend, c'est vraiment pour chaque personne un cas particulier. Ensuite, il va falloir t'aider à réguler ton système nerveux pour pouvoir apaiser les déclencheurs de tes compulsions. Si tu as du stress ou trop d'émotions, tout ça c'est au cœur de tes TCA. Quand on vit sous pression, quand on se sent submergé, le cerveau lui cherche des mécanismes de compensation. Et pour beaucoup de personnes, cette compensation elle est réglée par la nourriture. Donc je t'ai fait un épisode sur le stress, tu pourras aller regarder, mais l'idée là aujourd'hui c'est apprendre à se réguler autrement. Donc je t'ai déjà parlé de cohérence cardiaque, de respiration, etc. De sophrologie évidemment, puisque c'est quand même un de mes cœurs de métier. Mais l'idée c'est de t'aider à calmer tes pics de stress. Ensuite, on en a déjà parlé aussi, la stimulation du nerf vague par le chant, les fredonnements. L'idée c'est de relancer l'équilibre de ton système nerveux. Tout ça c'est des petites astuces. C'est pas quelque chose que tu peux appliquer quand tu es en pleine crise de boulimie ou d'hyperphagie, j'en suis bien consciente et c'est une évidence. Je te dis pas de faire ça dans ces moments-là. Plutôt tout au long de ta journée et plutôt quand tout va bien justement. Après, moi il y a un outil que j'aime bien aussi utiliser, c'est le journal émotionnel qui te permet de noter, de poser tes émotions sur le papier avant qu'elles explosent en crise alimentaire. Et ça aussi, il faut le faire à des moments de ta journée et pas quand tu es en pleine crise. Tu peux le faire en début de crise si tu sens que c'est gérable pour toi. Tu peux le faire aussi après une crise, tant pis, même si tu as eu une crise alimentaire. Tu peux utiliser un journal, un carnet dans lequel tu vas déverser comment tu te sens, ce qui va pas. Là, l'idée, c'est pas de trouver des solutions, c'est juste de déverser un maximum des émotions pour calmer ton système nerveux. Ensuite, tu peux apprendre aussi des techniques de méditation, de relaxation, d'ancrage pour développer sur le long terme une résistance et une tolérance au stress. En fait, le but de toutes ces techniques, c'est que le cerveau arrête d'associer manger avec du soulagement émotionnel et qu'il apprenne d'autres façons de se réguler. Mais tu vois, tout ça, c'est pas de ta faute parce que naturellement, l'association nourriture-soulagement émotionnel, on l'a depuis qu'on est né. Le nourrisson, quand il a faim, ça le met dans un état de stress et de panique, il pleure, il hurle, les pleurs de faim sont très reconnaissables quand on est maman. Mais au moment où tu le nourris, tu fais pas juste l'action de le nourrir, tu vas aussi l'apaiser émotionnellement parce que tu vas le prendre contre toi, que ce soit au sein ou au biberon. Tu as une relation charnelle, des câlins, un moment, du temps que tu passes, de l'attention que tu lui donnes. Donc forcément, depuis qu'on est tout petit, on a associé la nourriture avec une forme de soulagement émotionnel. Et ensuite, quand tu as grandi, on t'a aussi donné des bonbons, quand tu fais quelque chose de bien, ou alors un petit gâteau, une petite sucrerie à chaque fois que tu vas chez papy-mamie, ou alors quand tu as un gros chagrin, ou que tu t'es fait un bobo, ou que tu pleures, etc. Il y a beaucoup de parents qui vont donner des bonbons, des sucettes, du chocolat, à ces moments un peu de stress, entre guillemets, parce que pour les enfants, c'est pas vraiment du stress, mais on leur apprend par ces actions-là à gérer nos émotions et à obtenir du soulagement par la nourriture. Et la nourriture, elle aussi, comme tu l'as vu dans mon épisode qui parle du sucre, la nourriture, elle va déclencher des endorphines, etc. Donc la nourriture que tu manges, c'est aussi, de toute façon, en soi, un soulagement émotionnel. Donc c'est normal que ton cerveau, il associe nourriture et soulagement. C'est pas de ta faute. On est fait comme ça, l'être humain est fait comme ça. L'idée, c'est que tu comprennes que ce n'est pas la seule manière. Et c'est ok pour moi si à certains moments, dans certaines situations, tu es obligé d'en passer par là pour te sentir mieux. Le temps d'apprendre à gérer autrement et aussi parce que parfois, en toute conscience, tu vas savoir que là, ok, je suis réellement en train de manger ce morceau de chocolat parce que j'ai eu un problème avec mon mec, avec mon boulot, avec mes parents, on s'en fiche de la raison. En toute conscience, tu vas savoir que oui, là, je suis en train de manger pour calmer une vague d'émotions que j'ai pas envie de gérer. Et même quelqu'un qui a un rapport sain avec la nourriture peut parfois continuer à utiliser la nourriture comme soulagement émotionnel. Mais c'est ok, ça fait partie de la vie.
Le tout, c'est que ce soit dans une proportion qui fait que ta santé n'est pas mise en danger, que ce soit à cause de la prise de poids ou des problèmes hormonaux, des problèmes de glycémie, etc. L'idée, c'est de retrouver un fonctionnement normal. Alors, j'aime pas bien utiliser le mot normal, mais on a compris que là, je parle pas de ton poids, de ton physique, de ton aspect, je parle vraiment d'un rapport sain à la nourriture. Quelqu'un qui est pour moi un mangeur normal, c'est quelqu'un qui se pose pas de problème. Je veux dire, il a faim, il passe à table, il a pas faim, il arrête de manger, il y a du dessert dans ton assiette et en fait, il est plein, il a plus envie de manger parce que, il s'arrête. Enfin, les gamins, au départ, ils sont comme ça. Nous, on dérègle un peu tout ça au fur et à mesure. Et tous ces troubles sont uniquement générés par le fait que petit à petit, on a déréglé absolument tous nos signaux. Bref, le troisième point sur lequel je voulais revenir, c'était aussi de retrouver un sommeil de qualité pour pouvoir t'aider à stabiliser tes envies et tes compulsions. Parce qu'un mauvais sommeil, ça aggrave les TCA ou les symptômes qui ressemblent à des TCA. Parce que quand tu dors mal, ton cerveau va réclamer plus de sucre et plus de gras pour compenser la fatigue. Je t'en ai déjà parlé, mais les hormones de faim et de satiété, donc ghrelin et leptine, sont complètement déréglées aussi quand tu dors mal. Ton stress va être amplifié par le manque de sommeil, donc on est dans une boucle qui s'auto-alimente, un genre de cercle vicieux, qui va faire que ça va augmenter ton besoin de contrôler ou de compenser ou de te réfugier dans la nourriture. Je te donne des pistes vraiment très succinctes sur le sommeil, parce que je t'ai promis que je te ferai un épisode, mais tu peux avoir une routine du soir relaxante. Quand je parle de routine du soir, je ne parle pas des quelques minutes avant d'aller au lit. Je parle vraiment du moment où tu vas couper, que ce soit pour passer à table par exemple, ou avant, par exemple la coupure quand tu sors du boulot, ou la coupure après ton travail si tu travailles de chez toi, ou la coupure quand tu mets les enfants au lit. Ce type-là, on te dit toujours de limiter les écrans, blabla, etc. Mais c'est pas tellement limiter les écrans, c'est plutôt trouver des activités qui vont te faire ressentir une vraie coupure et un vrai apaisement. Travailler aussi sur ton environnement. Est-ce que ta chambre, elle est assez sombre, assez calme, assez fraîche? Ton lit, comment tu te sens dedans, etc. Le café, le thé, le sucre, tous les stimulants, les limiter dans ta journée si ça t'empêche de dormir le soir. Il y a des gens qui sont capables de boire du café et de ne pas avoir de problème de sommeil. C'est pas le cas de tout le monde et surtout parfois on a l'impression que c'est ok. Je t'invite à faire le test, d'arrêter le café par exemple à partir de ton café du repas de midi et de voir si petit à petit tu as une amélioration de ton sommeil. Et pour ce qui est des techniques de sophrologie, de respiration ou de méditation, étant donné que c'est aussi un de mes cœurs de compétences, on pourrait dire que j'aurais tendance à les conseiller. Et en fait, oui et non. Oui, je le conseille bien sûr, mais c'est pas au moment de t'endormir qu'il faut pratiquer de la relaxation, de la méditation ou de la sophrologie. C'est déjà trop tard. C'est tout au long de ta journée ou à des moments clés de ta journée qu'il faut y penser, et pas juste dans les 10 minutes où tu vas au lit. Mais tout ça, je t'en reparlerai dans l'épisode du sommeil. Et pour mon quatrième pilier, qui est l'activité physique, je t'invite, comme toujours, à choisir un sport ou des mouvements ou de l'activité qui correspondent réellement à tes besoins. Parce que, évidemment, ça va être un allié pour ta santé, c'est une évidence. Mais si tu ne pratiques pas avec bienveillance, ça va devenir une nouvelle forme de contrôle. Je vois trop de gens pratiquer une activité physique et faire du sport pour compenser ce qu'on a mangé. C'est un cercle vicieux, c'est pas bon. Que tu sois en période de perte de poids, je mets encore des guillemets, de régime, ou que malheureusement tu souffres d'un TCA de type anorexie, il y a beaucoup trop de gens qui font du sport pour compenser. On ne fait pas du sport pour compenser, on fait du sport pour être en bonne santé. Si tu t'imposes des séances trop intenses alors que tu es épuisé, c'est un non-sens aussi. Donc je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, il faut que tu trouves une activité qui te fait plaisir, que ce soit de la danse, de la marche, du yoga, de la natation, te balader en forêt, le jogging, le running, si c'est quelque chose qui te plaît, aucun problème, le vélo, peu importe. Quelque chose qui te fait du bien. Et te focaliser sur les sensations et tes progrès et pas sur les calories brûlées. Quand je parle de progrès, je ne parle pas de performance, mais bien le fait de trouver du plaisir dans le mouvement et de noter le fait que ça devient de plus en plus facile et agréable. Et bien sûr, ça c'est pas un pilier, mais je ne peux que te conseiller de te faire aider, de te faire accompagner, parce que tu ne peux pas tout gérer toute seule. Il existe des thérapies qui fonctionnent bien, ce qu'on appelle les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales. J'ai réussi à le dire du premier coup cette fois-ci, c'est bien. L'idée, c'est de modifier les pensées automatiques qui t'amènent vers les compulsions. Tu peux aussi travailler des techniques style EMDR. Le EMDR, c'est les mouvements oculaires là, avec les lumières là, pour travailler sur des traumas ou les origines du trouble.
Et il y a aussi les thérapies de type IFS, Internal Family System, où on travaille à comprendre et apaiser les différentes parties de toi qui se battent autour du sujet de la nourriture. Si tu n'es pas familier de l'IFS, c'est par exemple, il faut toujours essayer de ramener à quelle est la partie de toi qui fait que par exemple tu as envie de manger ou besoin de manger. On n'est pas dissocié, on n'a pas plusieurs parties, mais on est un tout qui fait qu'on a quand même un fonctionnement basé sur plusieurs parties. Il y a toujours une part de toi qui essaye de te protéger et pas forcément dans le sens de ce que ton mental... Là, je parle de parties qui sont des parties, on va dire, intériorisées, dont tu n'as pas forcément conscience. Tu vois, par exemple, j'invite toujours mes clientes à chercher et à se positionner sur quelles sont les raisons pour lesquelles, quand elles viennent me voir en me disant « je veux maigrir », bien sûr, on va chercher le pourquoi elles veulent maigrir. Ok, et pas juste le premier pourquoi qui vient, plusieurs pourquoi. Mais on va aussi chercher le qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elles n'ont pas maigri et qu'est-ce qui fait qu'elles sont confortables, même si elles me disent tout à grands cris, non, c'est pas confortable pour moi, j'ai pas envie d'être grosse, entre guillemets. Il y a toujours un bénéfice caché, il y a toujours une raison cachée. Et quand on met le doigt dessus, ça peut être quelque chose de grave, comme un trauma. Et j'ai des personnes qui viennent me voir et qui en fait se rendent compte que la raison pour laquelle elles veulent pas maigrir, c'est parce qu'en fait elles ont peur de perdre du poids et donc de changer, par exemple, si elles sont dans une famille où tout le monde est en surpoids, d'être différentes du reste de leur famille. Ça peut être des personnes qui ont eu des traumas liés à des agressions sexuelles ou autres et qui se rendent compte en creusant que malheureusement, en fait, elles ne s'autorisent pas à maigrir parce qu'elles ont envie de garder cette espèce de carapace pour être moins attirantes vis-à-vis de certains hommes. Alors là, c'est très schématique ce que je te donne. Évidemment, on creuse ça bien profondément sans avoir... En fait, ça peut se faire très très vite. Pas besoin de passer des heures et des semaines et des mois en thérapie. J'ai rien contre les thérapies, je pense que c'est un très bon axe de travail. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as l'impression parfois qu'il n'y a pas de bénéfice au fait de rester dans ce surpoids. Mais le simple fait, par exemple, de dire que tu peux manger ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, faire des crises de boulimie, manger des paquets de gâteaux, manger des paquets de bonbons, c'est aussi un bénéfice caché du fait de rester en surpoids. En fait, une personne mince, elle va pas manger comme ça. Donc tant que tu as encore le besoin de te calmer, de te réguler émotionnellement par la nourriture, tu vas pas pouvoir perdre de poids. Et donc c'est un bénéfice caché, même si pour toi ça n'a aucune notion de bénéfice. Mais c'est un peu pour t'expliquer ce que je veux dire par là. Le dernier point, je vais te parler des pièges et des défis à surmonter en lien avec tous ces troubles alimentaires. Il y a la peur de manger. Quand on t'a été dans le contrôle pendant longtemps, que ce soit anorexie ou alternance de crise de boulimie, hyperphagie et contrôle, le fait de remanger normalement, ça peut faire peur. Et oui, c'est un travail de déconstruire les croyances du style « si je lâche prise, je vais grossir ». Quand on commence à travailler sur l'alimentation intuitive, même si c'est pas c'est quelque chose que j'utilise pas forcément systématiquement, mais que je peux conseiller à certaines de mes clientes. Et dans ces cas-là, elles me disent « non, mais moi, si je mange ce que je veux, je vais manger n'importe quoi ». Et c'est vrai, ça peut être vrai. Donc moi, j'associe l'alimentation intuitive à une régulation du cadre. En fait, on n'a pas d'aliments interdits, on a plutôt plus d'aliments poussés. Comment t'expliquer ça en 2 mots dans un podcast ? Tu vois, je vais demander à mes clientes d'essayer d'équilibrer au plus possible leurs assiettes à chaque repas. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude d'arrêter les féculents le soir parce que dans sa tête, il s'est dit que les féculents le soir, ça fait grossir. On va voir comment on peut les réintroduire pour que ce soit plus un aliment interdit. D'autant plus que manger des féculents le soir, ça peut aider à mieux dormir. Je te parle pas de faire une méga assiette pasta qui va t'exploser le ventre et que tu vas te coucher ballonné et avec des douleurs au ventre. Je parle d'une portion normale et raisonnable de pâtes par rapport à ton besoin. Et quand je dis pâtes, c'est un exemple parce que bien sûr, c'est pas le seul féculent que je t'invite à manger. Ensuite, dans les pièges et les défis, tu as aussi les rechutes. Parce qu'il faut que tu saches dès le départ que malheureusement, ça fait partie du processus. C'est pas un échec, c'est une étape normale. Je vois trop de gens sur les réseaux, maintenant que je regarde un peu les comptes des personnes qui partagent leur perte de poids, etc. Je suis extrêmement triste et malheureuse pour elles, parce que je vois des personnes qui sont en surpoids évident, parfois en obésité morbide, des personnes qui ont plus de 30 ou 40 kilos de trop, et qui font un régime extrêmement restrictif, qui n'ont pas été diagnostiquées d'un TCA et qui se rendent compte qu'en fait, évidemment, elles souffrent de TCA, en tout cas, même si c'est pas au sens médical, mais au quotidien, moi je les classe dans les TCA. Elles font de l'hyperphagie, elles font de la boulimie, et tout ça, en fait, elles considèrent que c'est un manque de volonté de leur part.
Et toute la culture des régimes et tout ce qu'on nous a imposé, tout ce qu'on nous a mis dans la tête pendant des années, eh bien en fait, ça participe à les faire se sentir responsables de cet échec, toujours entre guillemets. Sauf que c'est pas un échec, c'est une étape du processus. Tu peux pas tout changer, tout guérir, tout résoudre en une fois. Te dire par exemple, demain, j'arrête et c'est fini. Pour une raison simple, c'est que déjà pour les addictions de type alcool ou cigarette, on sait que pour arrêter, il va falloir arrêter. Alors peut-être progressivement ou complètement, mais en tout cas, une fois que t'as arrêté, t'as arrêté. C'est-à-dire que déjà, quand t'es alcoolique, par exemple, on considère que t'es alcoolique à vie. Même si tu ne bois plus une goutte d'alcool, tu es toujours considéré comme un alcoolique au sens médical du terme. Le problème, c'est qu'avec la nourriture, la bouffe, tu manges 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour, certaines 2 fois, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que tu peux pas dire j'arrête de manger, je mange plus jamais. C'est pas possible. La nourriture, alors la nourriture, c'est pas une addiction, un peu comme je te disais dans l'épisode du sucre, c'est pas une addiction comme l'alcool ou le tabac, sauf que le chemin, tous les chemins neuronaux qui ont été créés autour des habitudes que tu as créées par rapport à ton rapport à la bouffe, ceux-là, ils existent et ils continueront à exister et tu vas les réactiver à chaque fois que tu vas manger. Quelqu'un qui est pas capable de manger une cuillère de Nutella sans taper le pot entier du Nutella, tu vas pouvoir lui dire « Ok, arrête le Nutella, admettons. » Parce que le Nutella, c'est pas vital et que t'as pas besoin d'en manger. C'est un exemple. Mais par contre, il va continuer, elle ou il va continuer à manger entre 2 et 5 fois par jour. Et en plus, tu peux être remis devant des choses qui vont réactiver. Peut-être que, ok, tu vas plus acheter de Nutella, d'accord, mais peut-être que tu vas reporter ça sur les cookies ou les chips. Parce que de toute façon, tu vas continuer à manger. Donc ce qu'il faut, c'est apaiser ta relation avec ton corps et la nourriture dans son ensemble, et pas envers 1 ou 2 aliments, parce que sinon tu vas reporter sur autre chose. Et pour finir, la société autour de nous, donc avec cette culture des régimes, ça va glorifier la minceur, le contrôle, tout ce qui est healthy, manger sain, etc. Il va falloir pouvoir réussir que tu réapprennes à te détacher du regard des autres et à te reconnecter à toi. C'est essentiel pour pouvoir guérir. Tu ne peux pas vivre dans un monde où tu es perpétuellement en train de t'occuper de ce qui se passe autour de toi par rapport à la nourriture. Parce que sinon, tu vas forcément dérégler ton propre rapport à toi et à ton corps et à tes ressentis. Si tu tombes sur des chaînes qui t'expliquent voilà ce que tu dois manger, voilà ce que tu dois pas manger, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça va forcément redéclencher chez toi des espèces de mini-traumas au fur et à mesure qui peuvent être des déclencheurs d'une crise éventuelle. Donc c'est pour ça que sur mon compte j'essaye de pas proposer ce type de contenu, mais c'est super difficile, c'est aussi challengeant pour nous de parler de nourriture sans donner d'indication de quantité, de qualité, de type d'aliment ou autre. C'est super difficile et c'est pour ça aussi que j'ai mis en place le podcast, parce que je trouve que ça me permet un discours qui est plus nuancé et plus large sur ces sujets-là. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais te partager avec toi aujourd'hui. Donc, le sujet du jour, c'était « Est-ce qu'on peut guérir des TCA ?» La réponse pour moi, c'est oui, à nuancer par le fait qu'on va chacun et chacune suivre notre propre chemin. C'est-à-dire que si tu es dans un TCA diagnostiqué et avancé, il va peut-être falloir en passer par une phase de thérapie lourde, parfois même d'hospitalisation, je pense surtout au cas des anorexiques, mais c'est aussi le cas de certains boulimiques qui sont en obésité morbide et qui passent par des cliniques d'amincissement ou autres. Tout dépend du stade où tu en es. Mais ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est que guérir d'un TCA ou de manifestation de troubles alimentaires, c'est pas une question de volonté, c'est encore moins une question de discipline, c'est vraiment un travail en profondeur de toi à toi. Ce qui va compter, c'est de comprendre tes schémas, de te donner du temps, de t'entourer des bonnes personnes et vraiment d'apprendre à faire la paix avec ton corps et ton assiette. Alors je sais, dit comme ça a l'air facile et un peu bisounours, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Tant que tu vas être en train de forcer là-dessus en mode volonté, discipline, je suis désolée de te le dire, mais ça ne fonctionnera pas. Tu ne vas faire que repousser. C'est un peu comme si tu étais tout le temps en train de tirer sur un élastique. Tu tires sur ta volonté, tu tires sur ta discipline, tu tires sur ton corps. Et au bout d'un moment, ça va péter. Soit tu vas lâcher un bout de l'élastique et tu vas te prendre le retour, soit l'élastique, il va casser. Et c'est exactement ce qui va se passer. Tu vas juste déplacer le problème vers plus tard en tenant uniquement sur la volonté et la discipline. Et c'est pour ça que les régimes, ça fonctionne pas. Même quand tu n'es pas dans un cadre de TCA, si tu es tout le temps en train de contrôler ce que tu manges,
il y a forcément un moment où tu vas lâcher. Et c'est pas comme ça que ça peut fonctionner. J'espère pas avoir plombé l'ambiance avec cet épisode. En tout cas, sache que si tu as des questions, si tu veux mon avis, tu peux me contacter par messagerie sur Instagram, @guérir-des-régimes. Tu peux aussi m'envoyer un mail, tu peux passer par mon site, par mes réseaux, où tu veux. L'idée, c'est que tu peux me parler de tous ces sujets-là. Je peux te donner mon avis pour te dire si, à mon sens, tu souffres d'un TCA ou pas. Je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, mais j'ai été formée aussi à ça. Et l'idée, c'est que je pourrais t'aiguiller vers des professionnels si c'est le cadre dont tu as besoin. Mais en tout cas, sache que si tu veux en parler, je suis là. Et je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, tu as déjà en toi toutes les ressources pour y arriver. À très vite sur Nutri Sophro.